Aujourd'hui, nous retrouvons Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé. Alors Procos qui accompagne Meilleure chaîne de magasins chaque année lors de l'attribution des trophées Meilleure chaîne de magasins, notamment avec le panorama, l'état des lieux du commerce et des enseignes. Emmanuel Leroc, peut-être rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que Procos ? Alors, Procos, c'est une association qui regroupe 310 enseignes. C'est une vieille dame qui a presque 50 ans, je crois qu'on aura 50 ans dans 2 ans, et qui a été créée à cette époque-là pour accompagner les enseignes qui se créaient, qui étaient petites, Fnac, Darty, des gens comme Paul, etc., et qui voulaient voir face au développement de la grande distribution comment continuer de se développer. Donc c'était un petit club de dirigeants, et puis les entreprises ont grandi. Aujourd'hui, on anime 60 000 magasins à peu près, et on anime toute la collectivité, notamment des acteurs de l'immobilier de ces entreprises, donc comment sont gérées les implantations. Et aujourd'hui, on travaille avec ces enseignes sur leur maillage de magasins. On analyse dans toute la France les centres-villes, les centres commerciaux, les zones commerciales pour voir un peu quelles sont les plus efficientes. Et on accompagne notamment ces enseignes dans leur développement ou leur contraction parfois. Comment est-ce qu'on peut être, entre guillemets, indépendant lorsqu'on a autant de grands noms derrière soi? Vous devez rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on vous demande comme compte, en fait? Alors, on nous demande d'avoir plutôt une vision d'expert et donc pas de raconter quelque chose. Enfin, on ne demande pas d'être dans une logique de cabinet de conseil qui voudrait vendre tel ou tel lieu de commerce. C'est important, cette notion de neutralité, puisqu'en fait, on gère 110 enseignes, il y en a qui sont concurrentes. Donc évidemment, on est déjà un tiers de confiance, parce qu'on a l'avantage d'avoir les chiffres d'affaires, les loyers. Donc évidemment, si on n'était pas fiable sur cette logique d'information, autant dire qu'on perdrait beaucoup d'adhérents. Donc le premier sujet, c'est comment constituer des indicateurs sur la base d'entreprises qui parfois sont concurrentes pour pouvoir les aider à travailler. Donc ça, c'est la logique. Ce qu'on nous demande comme compte, c'est d'être efficient dans cette analyse-là et donc de pouvoir dire quels sont les meilleurs lieux pour tel ou tel type d'activité. Il n'y a pas après de pression ou de choses de cette nature pour orienter éventuellement nos choix, pas du tout. Alors cette expertise, on la retrouve par exemple dans des rapports que publiés chaque année, là qui vient de sortir, Commerce spécialisé, une année 2023 chaotique et imprévisible. Alors il y a un second terme également dont on parlera, c'est extrêmement pessimiste et anxiogène. C'est un fait, en fait, c'est chaotique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des problèmes auquel est confronté aujourd'hui le dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire qu'on pouvait espérer qu'à la sortie du Covid, on soit dans une embellie facile à appréhender, etc. Et on s'est retrouvé face à un contexte notamment international qui ajoute encore des inconnus et un peu malheureusement tous les mois. Et donc on maîtrise mal les problématiques d'énergie, on maîtrise mal les problématiques de consommation. Mais sachant que le point très important, dès qu'on parle d'incertitude dans le commerce, c'est le comportement du consommateur. Et plus le consommateur est inquiet, plus il a plutôt tendance à épargner qu'à dépenser. Sachant qu'on est un peu dans deux profils de consommateurs, ceux qui ne peuvent pas consommer davantage parce qu'ils sont vraiment face à des problèmes importants, et puis ceux qui décident plutôt de reporter à demain, soit parce qu'ils préparent leur retraite, etc. Donc tous ces sujets-là, c'est ça qu'on essaie de faire apparaître à travers nos analyses, et on analyse factuellement les évolutions de chiffre d'affaires. Et les évolutions de chiffre d'affaires cette année, à part une embellie en juin et juillet, malheureusement, n'ont fait que décroître depuis le mois de juin. Avec très mauvais septembre, c'est cela? Sachant que nous, on est, il faut le rappeler, l'avoir bien en tête quand même, sur des enseignes qui ne vendent pas d'alimentaire, ou très peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la grande distribution alimentaire. Et un des sujets, c'est que la grande distribution alimentaire, dans sa bataille actuelle liée à l'augmentation très forte des prix alimentaires, est dans une logique un peu d'écraser le marché, parce que du coup, ça laisse peu de place aux autres achats dans l'esprit des consommateurs. Ça veut dire que les arbitrages du consommateur, c'est d'abord l'alimentaire, au détriment d'autres secteurs. Quels sont aujourd'hui les secteurs, entre guillemets, les plus marqués par ce choix du consommateur? C'est clairement l'alimentaire a connu en fait 23% d'inflation en 18 mois. Donc c'est énorme pour le pouvoir d'achat des gens, et forcément en plus c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement, c'est pas des achats ponctuels. Il y a d'autres choses comme l'augmentation du carburant qui continue de venir capter une partie des dépenses des gens, et une autre inquiétude qui est le logement, et donc notamment les loyers. Et donc ces trois phénomènes-là font que c'est des dépenses contraintes, obligatoires, et passent après les autres. Et pour les autres,
Aujourd'hui, le seul secteur pour lequel nous, on continue de voir quand même évoluer très positivement, c'est tout ce qui est autour de la beauté, de la santé, de la parfumerie, où là, on voit que les gens continuent de dépenser, quand bien même ils ont des difficultés dans d'autres choix. Alors, vous écrivez également que le modèle économique des enseignes est sous pression, c'est-à-dire? Alors, si on peut même nous, on travaille pour les enseignes, donc parlons des enseignes, mais en fait, c'est le modèle du commerçant qui est sous pression, hein, dans la mesure où on a, c'est très simple, des chiffres d'affaires et surtout des marges qui évoluent beaucoup moins vite que les coûts. En fait, la difficulté de tout ça, c'est qu'on vit en même temps un sujet d'augmentation des coûts, les salaires, les loyers, l'énergie. Aucun de ces coûts-là ne décroissent. Et des contraintes de consommation, donc de pouvoir d'achat, qui font que les chiffres d'affaires, et encore moins les marges, puisque forcément, quand on est sous contrainte de coûts, on ne peut pas augmenter ses prix, et donc le consommateur, si on augmente les prix, n'est plus là. Donc on est obligé de maintenir des prix raisonnables, donc de baisser les marges, et à partir de là, c'est un effet ciseau, en fait, des augmentations de coûts plus rapides que les effets de marge, et donc une difficulté alors provisoire, en partie, parce que là, on est dans un moment très particulier sur la consommation, mais c'est une tendance assez durable quand même, notamment quand on se parle de loyer, on voit bien que ça va beaucoup plus vite que l'activité. Alors justement, vous parlez de loyer, qui serait un des éléments qui étranglerait, on va dire, les chiffres d'affaires des enseignes. Pourtant, on parle de la crise immobilière, on dit qu'il y a une baisse des prix de l'immobilier. Ce n'est pas vrai pour les commerçants? Alors, il y a deux sujets. La baisse de valeur d'actifs, c'est-à-dire le prix de l'immobilier actuellement, on en parle parce que c'est difficile de construire et donc il y a des problématiques de marché un peu bloquées. Sur le commerce, en fait, si on veut simplifier, il y a un peu deux parties de marché. Un marché un peu, on va dire, déprimé parce qu'aucun commerçant ne veut y aller. En fait, le commerce, c'est simple, c'est un marché de flux. Donc quand il y a des clients, on veut y aller. Quand il n'y a pas de clients, on a peur d'y aller, on n'y va pas. Et donc, dans ces périodes d'incertitude en plus, les commerçants, ils ont plutôt tendance à aller vers les mêmes endroits qui les rassurent pour s'assurer un chiffre d'affaires minimum. Et donc ça a plutôt tendance à entretenir des valeurs qui restent plus élevées que celles qu'on souhaiterait avoir. Et donc cette logique de baisse qu'on espérait tous ou qu'on espère tous, elle n'intervient pas si rapidement que ça. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un retour vers les centres-villes. Coût du carburant, coût des transports, etc. Ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, il faut revenir toujours au même sujet. D'abord, il y a deux types de marchés. Il y a les grandes métropoles et les villes moyennes. Dans les grandes métropoles, il y a, on va dire, je ne sais pas si c'est un retour au centre-ville, mais ça ne fonctionne pas trop mal parce que les gens prennent de moins en moins leur voiture pour aller à l'extérieur, et notamment vis-à-vis des grandes zones commerciales. Dans les villes moyennes, n'oublions pas que les gens n'habitent pas dans les centres-villes. C'est ça le problème de fond. Ce n'est pas un problème de commerce, c'est un problème de lieu d'habitation. Et donc, la grande masse des consommateurs habitent en périphérie. Donc, par voie de conséquence, les magasins sont plutôt en périphérie. En plus, il y a d'autres sujets, d'utilisation de l'espace. Et puis, d'ailleurs, ça, c'est une préoccupation majeure pour nous. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contraintes à cette mobilité, des contraintes notamment écologiques liées à l'utilisation de la voiture. Et ça aggrave plutôt ce type de sujet, puisque plus on rend difficile la mobilité, plus on contracte la zone de chalandise et plus certains types de commerces, en tout cas, ne peuvent pas vivre dans des endroits difficiles d'accès. Dans votre panorama donc du commerce en fin 2023, des chiffres qui sont un peu contre-intuitifs, c'est le web. On pourrait penser que justement, vos difficultés de transport, ça coûte cher, etc. Le web serait en pleine explosion, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est rassurant, on va dire, puisque en fait, alors d'abord, ce n'est pas le cas non plus parce qu'il y a eu un palier de franchi pendant le Covid. On est toujours dans des logiques de comparaison par rapport aux périodes. Mais quand même, on voit que le web, d'abord, souffre des mêmes problèmes que les magasins, voire plus, puisqu'aujourd'hui, ce que nous, on a constaté, c'est que nos magasins, avec l'effet de prix, augmentent plutôt de 3%, alors que le web, il est à plus 1%. Donc, en fait, les ventes web en volume, c'est-à-dire nombre de produits vendus, décroissent. Et ça, c'est ce qu'on constate depuis 2022 sur les produits, parce qu'en fait, ceux qui tirent le marché du web, ce sont les services, donc notamment... on est de plus en plus amené à acheter les billets de train, la culture, les problématiques de vacances. Mais le produit reste un sujet pour lequel le consommateur veut être rassuré et le voir en magasin. Et ça, c'est plutôt un des phénomènes majeurs de l'avenir du commerce physique. Alors, il y a aussi un secteur, une tendance en tout cas qui est portée par de nombreuses enseignes, c'est la seconde main.
Est-ce que c'est un phénomène que vous avez noté, chiffré? Ça devient très important, y compris pour des enseignes traditionnelles? Difficile à chiffrer, mais c'est un phénomène réel, de toute façon, qui a été et qui reste porté quand même par Vinted, donc plutôt par une logique Internet, e-commerce, et surtout de vente de consommateur à consommateur. C'est aussi ça qui est important. C'est pour ça que les enseignes se sont bien sûr saisies de ce sujet, puisque la plupart des produits vendus sur Vinted sont des produits d'enseigne. Et donc, toute la difficulté, c'est de savoir comment bien le faire, et ça reste quand même pas facile. Soit je le fais à travers un site internet, soit des magasins spécifiques, soit des parties de magasins, et chacun cherche son chemin un peu autour de tout ça. On voit bien que Vinted, contrairement à ce que parfois on a pensé, c'est pas moins consommer, c'est s'acheter du pouvoir d'achat pour consommer autre chose. Donc là aujourd'hui, on voit que la seconde main, de toute façon, la notion de durabilité des produits va être fondamentale dans l'avenir du commerce d'une manière générale. C'est clairement aujourd'hui, si on veut aller vers un commerce plus responsable demain, il faut moins de produits. Donc c'est facile d'en parler, c'est très difficile à faire. C'est pas du tout ce qui se passe en ce moment, malheureusement, puisque justement les problématiques de pouvoir d'achat font que les gens achètent autant de produits moins chers et pas moins de produits plus chers, puisqu'ils imaginent assez mal les acheter plus chers aussi. Donc il y a un gros travail de fond à faire là-dessus. Est-ce qu'on va vouloir louer? Est-ce qu'on va accepter de louer plutôt que d'acheter? Est-ce qu'on va faire de la seconde main? Tous ces sujets-là, de toute façon, s'appuient sur le fait qu'au départ, le produit doit être de meilleure qualité pour durer plus longtemps et pour éventuellement être utilisé par différentes personnes. Mais c'est tout un modèle économique à inventer. Emmanuel Leroc, sans préjuger d'une évolution de la situation internationale qui paraît un peu compliquée, qu'est-ce que vous prévoyez? Quelles seraient les tendances dans le début 2024? Fin d'année 2023, un peu compliqué, mais peut-être des indicateurs qui montrent qu'il y a des perspectives de redressement, on va dire. Alors le commerce vit toujours d'espoir, donc en tout cas, c'est un métier où il faut de toute façon être optimiste, puisque tous les jours il faut convaincre les clients, etc. Aujourd'hui, l'espoir vient de quoi? On voit qu'on a vécu une période d'inflation extrêmement élevée du fait notamment de l'alimentaire. On peut espérer, c'est même presque certain, mais ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas rester élevés, c'est toujours pareil. C'est entre inflation, c'est augmentation des prix d'une année sur l'autre, prix élevé c'est autre chose. Mais on peut penser qu'il y aura moins d'inflation, c'est probable, que les salaires augmenteront probablement un peu moins vite, mais c'est lié aussi aux problématiques d'inflation. Donc ça redonne normalement des capacités pour les consommateurs d'aller vers des produits qui sont moins du quotidien, etc. Et donc de retrouver de l'espoir au moins au premier semestre 2024. On ignore un peu le temps que ça va demander quand même. Il y a d'autres télescopages possibles, malheureusement, sur des sujets de tension sociale. Et c'est quand même très important de bien passer la fin de l'année. Parce qu'en fait, la fin de l'année, pour beaucoup de secteurs, ça pèse presque 100% du résultat, par définition, que ça pèse très lourd en chiffre d'affaires. Il faut absolument que ça commence à bouger au mois de novembre, parce que c'est ce qui permet de constituer la trésorerie pour acheter les saisons suivantes, etc. Donc tout est un peu lié, mais il y a quand même un peu de vert sur 2024. Donc il faut attendre un peu les études qui vont être publiées par Procos en début d'année 2024 et qui feront le bilan justement de ces fins d'année pour savoir comment le commerce va se porter. Exactement. Fin février, on produira des chiffres et des analyses. J'espère qu'on ne se sera pas trop trompé autour de tout ça. Voilà, Emmanuel Leroc, je rappelle que vous êtes délégué général de Procos et que vos expertises depuis près de 50 ans, en tout cas Procos, font autorité et sont vraiment des indicateurs intéressants, très suivis par l'ensemble du commerce et des commerçants dans ces années compliquées, vous l'avez rappelé avec ce titre 2023 chaotique et imprévisible. Merci.